Une mendiante danse avec le fils d'un millionnaire en fauteuil roulant. Un miracle se produit. Le bruit de la ville est un mélange de klaxons, de pas précipités et de voix qui passent sans s'arrêter. Dans ce quartier oublié, les façades des immeubles s'écaillent, les câbles pendent comme des toiles d'araignée urbaines et les recoins sentent la fumée, le pain frais et le chagrin. Mais au milieu de l'après-midi, alors que les doigts dorés du soleil effleuraient les toits, le monde sembla se figer non pas à cause d'un accident ou d'une manifestation, mais parce qu'un événement infiniment plus étrange se déroulait. Une petite mendiante, d'un accent grave peine-disant, les cheveux emmêlés, les vêtements rapiécés de fils de couleurs dépareillées et les pieds nus, dansait. Et pourtant, lorsqu'elle bougeait, elle semblait flotter. C'était comme si la gravité elle-même se soumettait à sa volonté. Son corps se tordait, se cambrait, se courbait et s'étirait avec une harmonie qui contrastait avec la poussière sur sa peau. Elle dansait en silence, les yeux fermés, comme si elle entendait une mélodie que personne d'autre ne pouvait percevoir. D'abord, 2 écoliers au sac à dos usé s'arrêtèrent pour la regarder, puis une femme âgée poussant un caddie, et enfin un jeune homme, écoutant de la musique avec ses écouteurs, mit la chanson en pause sans comprendre pourquoi. En quelques minutes, une petite foule se rassembla autour du kiosque délabré et abandonné où elle dansait chaque après-midi. Quelqu'un saisit un téléphone portable pour immortaliser l'instant, et un autre lança une pièce à ses pieds. Elle ne faiblit pas. Ce n'est qu'après avoir terminé sa séquence où une pirouette délicate suivie d'une chute à genoux, comme un pétale abandonné auquel s'arrêta enfin. Elle ouvrit les yeux, sourit et s'inclina si élégamment qu'elle semblait tout droit sortie d'une autre époque. « Qui est cette fille » murmura quelqu'un. « Personne ne le sait » répondit une femme dans la foule. « Elle n'apparaît que l'après-midi. Elle ne parle pas, elle danse, tout simplement. » À quelques pâtés de maison de là, une élégante voiture noire attendait à un feu rouge. À l'intérieur, un homme en costume impeccable, l'air renfrogné, examinait des documents. À côté de lui, sur la banquette arrière, un garçon de 12 ans prénommé Nicolas fixait la fenêtre d'un regard terne et aveugle. Il n'avait pas parlé depuis 3 ans. « Monsieur Montero, la circulation est impossible », annonça le chauffeur. « Prenez la rue parallèle à la place », ordonna le millionnaire. « On ne peut pas être en retard au rendez-vous. » La voiture fit demi-tour, et soudain, ce fut le moment. Par la vitre teintée, Nicolas aperçut un mouvement quelque chose de vibrant, une silhouette tourbillonnant comme une spirale lumineuse. C'était elle, la petite fille qui dansait. Le visage habituellement impassible de Nicolas se crispa. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains, immobiles sur ses genoux, tremblèrent presque imperceptiblement. Le père remarqua dans sa vision périphérique. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils » demanda-t-il. Mais Nicolas ne répondit pas, il désigna simplement la place. Le millionnaire fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Vite !»« Danse !» murmura Nicolas d'une voix si faible qu'elle était à peine audible. Le chauffeur vira brusquement de bord, et le père se figea. 3 ans sans parler, et maintenant, enfin, un seul mot, danse. La voiture s'arrêta. « Que se passe-t-il » demanda le père, en descendant, perplexe. Mais le regard de Nicolas était déjà fixé sur la fillette. Dans ses yeux brillait un mélange d'émerveillement, de désir et de quelque chose de plus profond ou quelque chose de puissant, comme si une partie de son âme s'était éveillée en regardant la petite fille bouger. Elle termina sa séquence les genoux touchant le trottoir poussiéreux, la respiration haletante, mais le sourire inébranlable. Puis elle ouvrit les yeux et regarda Nicolas droit dans les yeux. Non pas la foule, ni le millionnaire, mais lui. Leurs regards se croisèrent. Elle pencha la tête, haussa un sourcil, sans un mot, fit une petite révérence, comme si elle l'avait reconnu avant même qu'il ne se souvienne d'elle. « Je veux bien » murmura Nicolas, la voix tremblante. « Je veux descendre. » Le millionnaire le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. « Quoi ? Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. » Le chauffeur et le père échangèrent des regards surpris. Nicolas ne demandait jamais rien, ne réagissait jamais, ne manifestait jamais le moindre intérêt pour le monde extérieur et maintenant, il suppliait de descendre à cause de cette fille. Le père hocha la tête presque involontairement. Le chauffeur ouvrit la portière et aida Nicolas à redresser son corps frêle tandis qu'il le descendait de la voiture. Le millionnaire le suivit, stupéfait. À cet instant, le monde avait basculé. La jeune fille, imperturbable, tendit simplement la main. Nicolas hésita, tremblant, puis leva la sienne et la prit. Aucun mot n'échangea entre eux, juste un pas, puis un autre, et encore un autre.
Ils ne marchaient pas vraiment, mais tandis qu'ils avançaient, il avait l'impression que le monde entier bougeait avec eux. Elle se retourna, il se tourna à ses côtés. Pendant un bref instant, presque imperceptible, les pieds de Nicolas effleurèrent le sol. Quelqu'un dans la foule halta et remua. Mais ce qui s'était produit était plus qu'un mouvement, c'était la naissance d'un miracle que personne n'était prêt à voir, pas même son propre père. Cette nuit-là, la ville a été transformée. La vidéo d'un passant est devenue virale, cumulant des milliers de vues en 1 heure. Elle ne portait pas de titre, seulement la description, une fille sans abri danse avec un garçon en fauteuil roulant, et il bouge ses pieds. Les commentaires ont afflué, émojis en pleurs, questions sur une éventuelle mise en scène et si quelqu'un connaissait la fille. Là-haut, dans le penthouse du plus haut gratte-ciel de la ville, le millionnaire Alejandro Montero n'arrivait pas à dormir, non pas à cause de la vidéo qui circulait en ligne, mais à cause de ce dont il avait été témoin. « Je ne veux pas que ça se reproduise, dit-il, les bras croisés sur la poitrine, le regard fixé par les immenses fenêtres de son bureau. Je ne veux plus que cette fille s'approche de mon fils. » À côté de lui, son assistante Laura hocha la tête d'un air hésitant. Mais il a parlé pour la première fois depuis l'accident. Ce n'était pas à cause d'elle. Alors pourquoi? La colère d'Alejandro s'estompa, il n'avait pas de réponse. Dans la chambre de Nicolas, niché dans l'aile du manoir, le garçon était allongé, éveillé, les yeux fixés au plafond avec la même expression vide. Mais dans son esprit, tout grondait. Il se souvenait de sa main touchant la sienne, de son corps tournant avec le sien, de la sensation du sol ferme sous ses pieds. Il se souvenait de cet instant fugace, impossible, où il se sentait vivant. Sur son bureau se trouvait une feuille de papier, couverte d'un dessin enfantin, une fille aux cheveux en bataille, et lui, souriant. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il à voix basse, comme s'il craignait de briser la magie. « Elle danse » répondit-il. Pendant ce temps, dans une zone industrielle oubliée, sous un pont rouillé, la petite fille s'installait parmi des cartons. Elle regardait les lumières de la ville s'éteindre tandis qu'elle s'enveloppait dans une couverture usée et, avant de fermer les yeux, murmurait dans l'obscurité, « Il m'a vu ». Le lendemain matin, Laura commença sa propre enquête, non pas sur ordre d'Alejandro, mais guidée par son intuition. Elle retourna dans le quartier où la danse avait eu lieu et montra à des inconnus l'image figée de la vidéo devenue virale. Quelqu'un la connaît-il? Les réponses étaient vagues. Il danse tout le temps par ici, dit un homme. Il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas de parents. Une fois, je lui ai donné du pain, se souvint une autre femme, et il m'a rendu une fleur en papier. Personne ne savait son nom ni d'où elle venait. C'était un doux fantôme, une ombre joyeuse qui n'existait que lorsqu'elle dansait. De retour au manoir, Alejandro étudia le dossier médical de Nicolas. Impossible, dit le neurologue lors d'un appel vidéo. Sa moelle épinière est complètement endommagée. Il n'y a aucune possibilité de régénération spontanée. Pourtant, il a bougé ses pieds. Alejandro ferma les yeux. Il avait l'enregistrement sur son téléphone, mais il ne voulait pas le voir, cela le forcerait à accepter ce qui s'était passé, et l'accepter reviendrait à admettre son erreur. Flashback. Il y a des années. Un virage. Une bruine. Un choc, le cri de sa femme, le silence soudain de Nicolas et puis vint une vague de culpabilité écrasante. Il se souvint du fauteuil, du mutisme étouffant qui avait suivi, et de 3 longues années de souffrance. Tout avait reposé sur cette seule décision, le protéger de tout espoir qui pourrait à nouveau le blesser. Cet après-midi-là, Nicolas parla avec une clarté surprenante. « Je veux retourner sur la place. » Le majordome marqua une pause, incertain de la réponse à donner. Pourtant, il fit confiance à Alejandro et le conduisit dehors. « Votre fils veut sortir, dit-il. »« Où aller » demanda Alejandro, le cœur battant. « Sur la place, là où tout s'est passé hier. » L'espace d'un instant, Alejandro se figea, les souvenirs revenant en masse, les petites mains de Nicolas, ses pieds pâles, les traits fragiles de son visage. Et pourtant, sans vraiment comprendre pourquoi, il hocha la tête. « Mais je viens avec toi » ajouta-t-il, craignant ses propres paroles. La voiture noire s'engagea sur la place qui se vidait. Il n'y avait plus foule, seulement une petite fille qui tournait lentement, les yeux fermés. À leur première vue, elle s'arrêta, comme si elle pressentait leur arrivée. Alejandro sortit, le regard perçant. « Qui es-tu? Où sont tes parents? Comment t'appelles-tu » demanda-t-il.
La jeune fille lui offrit un sourire doux. « Tu veux savoir mon nom » demanda-t-elle doucement. « Oui. »« Je m'appelle Lia » dit-elle. « Et mon nom de famille ?»« Je n'en ai pas. »« Où est-ce que j'habite ?»« Je danse. »« Et là où je danse, c'est là que j'habite. » Quelque chose en Alejandro se brisa. Au loin, il entendit Nicolas rire, libre, sans fardeau. Il regarda Lia s'approcher, pieds nus silencieux sur le trottoir. « Tu veux danser à nouveau » murmura-t-elle à Nicolas. Il hocha la tête, les yeux brillants. Incapable de se contenir, Alejandro se pencha plus près. « Qui es-tu, ma fille » demanda-t-il, mais elle se retourna et se mit à tournoyer. Le temps semblait s'être arrêté. Alejandro ne réalisait pas encore que Lia n'était ni une artiste de rue ni une mendiante ordinaire. Elle était venue ici pour une raison inscrite au plus profond d'elle-même. Plus tard dans la semaine, pour la 3e fois, Nicolas demanda à retourner sur la place. Cette fois, sa demande était différente. « Je veux sortir » dit-il doucement mais fermement. Alejandro leva les yeux de son bureau, son stylo suisse suspendu dans le vide. Le poids de ses mots pesait entre eux. « Comment ça, Nicolas ? Je ne veux pas rester dans la voiture. Je veux descendre et danser avec elle. » Alejandro retint son souffle. Il fixa la scène, comme si son fils lui avait demandé la permission d'atteindre la lune. « Ce n'est pas possible, mon fils. Tu sais. Je ne sais plus. Il se passe quelque chose quand elle me prend la main, quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais j'ai l'impression de pouvoir le faire. » Depuis la porte entr'ouverte, Laura écoutait, le cœur battant. Elle se souvenait de l'accident, des thérapies interminables, des larmes séchées. Et maintenant, son fils voulait à nouveau sortir. Alejandro se leva brusquement, alla à la fenêtre et contempla la ville s'étalant sous lui comme un modèle fragile. Les faux espoirs sont les plus cruels, mon fils. Tu ne dois pas faire confiance à une petite fille qui danse dans la rue. Et si ce n'était pas faux? Et si c'était vrai cette fois? La voix de Nicolas était calme et déterminée. Alejandro ferma les yeux, entrevit le rire de son fils, la lueur dans ses pupilles. Le mot « danse » avait brisé 3 ans de silence. Qui était-il pour éteindre cette étincelle? D'accord, murmura-t-il sans se retourner. Mais si tu tombes, fais-le en toute sécurité, au pas de cascade dangereuse, pas d'invention. Un sourire hésitant s'épanouit sur le visage de Nicolas, le premier depuis des années. Le samedi arriva avec une atmosphère différente. Moins de monde s'attardait sur la place, mais parmi eux se tenait Lia, en jupe usée, t-shirt délavé, pieds nus, les yeux brillants comme des étoiles lointaines. Dès que Nicolas apparut, elle se mit à courir vers lui. « Tu es de retour » dit-elle d'une voix légère. « Je n'arrêtais pas de penser à toi » répondit-il. Ils commencèrent à danser. Laura étendit un tapis sur le sol. Alejandro demanda à un kinésithérapeute de confiance de l'attendre à quelques mètres de là. Tout était prévu, sauf le miracle qui suivit. Lia s'agenouilla devant Nicolas. « Tu me fais confiance » demanda-t-elle. « Oui. » Elle plaça ses 2 mains dans les siennes, ferma les yeux et commença à tourner lentement. Nicolas imita son mouvement avec ses bras. Tandis que sa rotation s'accélérait, Lia lâcha une main et se glissa derrière lui. Elle le prit doucement sous les bras et dit « Essaie maintenant ». Nicolas serra les dents, redressa les jambes, mais rien ne se passa. Dans la petite foule, les larmes d'une femme coulèrent. Nicolas murmura d'une voix féroce « Allez, tu peux y arriver ». Un léger tremblement parcourut sa cuisse, puis un autre. Puis, pour la première fois, son pied droit se souleva de quelques millimètres du sol. Le kinésithérapeute halta. Alejandro fit 2 pas en avant. La main de Laura se porta à sa poitrine. Et Nicolas rit non seulement de triomphe, mais parce qu'il sentait enfin la force en lui s'éveiller. « Tu as vu ça, papa ? Tu as vu » s'écria-t-il. Alejandro ne put que fixer la scène, les mots perdus. Ce n'était ni une illusion ni un spasme, mais un mouvement réel, infime et miraculeux. Lia leva les yeux, le regard fixe. « Je te l'avais dit » dit-elle. Nicolas tendit la main pour la serrer dans ses bras, mais se contenta de poser son front contre le sien. Dans ce silence, personne ne parla. Personne n'osa bouger, sachant qu'il assistait à quelque chose qui transcendait toute explication. Plus tard, de retour dans la voiture, Nicolas murmura « Papa, merci.
Alejandro força un sourire. Je n'ai rien fait. Si, tu as fait. Tu m'as laissé essayer. Ce soir-là, Alejandro regarda une vidéo privée prise par son chauffeur au ralenti, image par image. On y voyait Lia, tournoyant, effleurant le trottoir à quelques centimètres, le regardant avec défi, comme pour l'interpeller, tu vas continuer à nier ce que tu as vu. Le lendemain matin, Alejandro se tourna vers Laura avec une demande inhabituelle. Enquête sur cette fille, Lia. Qui est-elle? D'où vient-elle? A-t-elle une famille? Où dort-elle? Et que voulez-vous savoir d'autre, monsieur? Demanda Laura. Le regard d'Alejandro était d'une intensité nouvelle. Pour la première fois depuis la perte de sa femme, il n'avait pas peur de la douleur, il avait peur du mystère. Lia était un mystère prêt à tout bouleverser. La place n'était plus un coin oublié de la ville, elle était devenue quelque chose de sacré, un terrain consacré par le courage et l'espoir d'un enfant. Le samedi suivant, l'aube était claire, les haut-parleurs des bars voisins silencieux. Un autre son emplissait l'air, l'attente. Les personnes ayant vu la vidéo se rassemblaient, les journalistes curieux se bousculaient pour prendre place, et au centre de tout cela se tenait Lia, pieds nus, souriante mais cette fois, elle était plus calme, plus assurée. Aujourd'hui, je ne danse pas pour eux, murmura-t-elle au ciel vide. Aujourd'hui, je danse seulement pour toi. Une voiture noire arriva. Cette fois, Nicolas s'en sortit sans aide. Ce n'était pas un simple garçon en fauteuil roulant, c'était un garçon investi d'une mission. Son visage s'illumina en voyant Lia. Elle l'aborda non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui reconnaissait une âme qu'elle connaissait depuis longtemps. Bonjour, dit-elle doucement, la voix ferme, comme si elle avait attendu ce moment pendant des semaines. Bonjour, répondit-il, sa voix plus forte que jamais. Derrière eux, Alejandro observait avec l'expression d'un homme hésitant entre la réalité et un rêve. À côté de lui, Laura enregistrait tout, non pas pour les likes ou les vues, mais pour le cœur. Es-tu prêt? Demanda Lia. Tant que c'est avec toi, répondit Nicolas. Lia déposa un vieux tissu par terre, sa scène, un humble mètre carré de possibilités. Nicolas tendit les bras. Elle plaça ses petites mains dans les siennes et commença le rituel. Au début, les mouvements étaient lents et réfléchis, comme si le monde lui-même s'harmonisait au rythme de sa confiance. Lia tournoyait dans un tourbillon, sa robe flamboyant comme un rayon de soleil. À chaque tour, Nicolas inclinait la tête, ses yeux suivant son mouvement gracieux, un léger rire s'échappant de ses lèvres. Puis, dans un instant magique, elle posa délicatement son pied contre le sien, aussi délicat qu'une plume, et s'avança avec un murmure d'invitation, « Vas-y ». Nicolas sentit une vague de détermination l'envahir. Ce n'était pas de la douleur qu'il ressentait, mais une bouffée de détermination, et sa jambe obéit à son ordre. Il leva le pied, un seul pas hésitant, traînant légèrement sur le sol. C'était hésitant, imparfait, mais c'était le sien. La foule éclata en applaudissements. Certains applaudissaient en larmes, tandis que d'autres levaient leur téléphone pour immortaliser le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Pourtant, sur cette scène impeccable, seules deux âmes dansaient véritablement. Dans le public, Alejandro sentit l'air s'alléger, comme si un poids s'était ôté de sa poitrine. Son fils, enfin, se tenait au centre d'un cercle d'inconnus, sans trembler, sans se cacher, sans pleurer, simplement en train de danser. Puis une journaliste s'avança, micro à la main, le regard curieux. « Lia » demanda-t-elle d'une voix douce mais insistante, « d'où venez-vous? Qui sont vos parents ?» Lia se figea, immobile comme une statue, et recula d'un pas hésitant. À cet instant, son regard s'éteignit, laissant place à une lueur de peur, comme si le mot même, « parent », était une lame. Nicolas lui prit la main et ses doigts trouvèrent les siens. « Ça va » murmura-t-il. Lia hocha la tête, mais la tête pencha en avant de honte, et murmura « Je n'aime pas que tu me demandes ça. » Tu n'as pas le droit, répondit fermement Nicolas en l'attirant un peu plus près. Avant que le journaliste ne puisse insister davantage, Alejandro se leva et s'approcha, se penchant pour regarder Lia à hauteur d'yeux. Il parla doucement, d'un ton posé, « Tu n'es pas obligé de répondre aux questions de qui que ce soit, tu comprends? Tant que tu es avec nous, tu es en sécurité. » Lia leva les yeux et le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Puis, avec une intensité silencieuse, elle prononça des mots qu'Alejandro n'aurait jamais imaginés, « Tu ne crois pas au miracle, n'est-ce pas ?» Alejandro hésita. « Je ne sais pas » admit-il. Elle l'observa un instant,
puis lui lança un défi aussi lumineux que sa danse, alors regarde-moi danser, et ne regarde pas mes pieds. Regarde mon âme. Cet après-midi-là, de retour dans son bureau en attique, Alejandro ferma sa porte au monde. Il annula toutes les réunions pendant 3 jours, ignorant rapports et appels téléphoniques. Au lieu de cela, il resta assis en silence, repassant en boucle la vidéo de la danse de son fils, jusqu'à ce qu'une seule larme épaisse coule sur sa joue. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla avec une légère fièvre, rien de grave, mais suffisante pour l'empêcher de rentrer chez lui. Lia, informée, partit aussitôt à sa recherche. Elle arriva au bâtiment Montero, coiffée d'une casquette de laine usée qu'on lui avait offerte. Le gardien hésita, hésitant à laisser entrer une petite fille poussiéreuse dans une telle opulence. Quelques instants plus tard, Laura descendit l'escalier de marbre pour la saluer. « Il ne peut pas sortir aujourd'hui, dit-elle gentiment. Puis-je le voir ?» Lia hocha la tête et, quelques minutes plus tard, elle pénétra dans l'une des demeures les plus luxueuses de la ville. Elle emprunta un couloir moquetté, baigné d'une douce lumière, où l'air embaumait le bois poli et le linge de maison frais. Dans la chambre de Lélé, elle le trouva allongé sur une chaise longue. « Nicolas, dit-elle doucement en s'installant à côté de lui sur un pouf moelleux, tu as l'air différent ici. »« Toi aussi, répondit-il, un sourire enjoué aux lèvres. Lia rit d'un rire bref et chuchoté. « Tout le monde ici sent le parfum. Ça me donne envie d'éternuer. » Nicolas rit et lui prit la main. « Merci d'être venu, dit-il, le regard chaleureux. Que fais-tu quand tu ne danses pas ? » Je vais te dessiner, répondit-elle, se surprenant autant que lui. Elle hésita, puis sortit un carnet en lambeaux de son sac à dos. L'ouvrant, elle révéla des pages remplies de croquis au fusain, Lia tournoyant dans les airs, sa jupe ondulante comme des pétales, les yeux clos, le visage serein. Nicolas passa son doigt sur les dessins et expliqua, « C'est comme si tu avais de la musique en toi. Quand tu danses, on l'entend tous. » Les doigts de Lia effleurèrent la couverture du carnet, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, « Personne ne m'a jamais vu comme ça. »« Comment ?» demanda-t-il doucement. « Comme quelque chose de beau. » Cette nuit-là, Alejandro s'attarda sur le seuil de la chambre, invisible aux yeux des 2 enfants. Pour la première fois, il pensa, « Je ne sais pas qui est cette fille, mais je ne peux pas laisser le monde lui faire du mal. » Pourtant, Alejandro ignorait que les blessures de Lia étaient plus profondes qu'il ne l'imaginait. Son histoire était déjà marquée par un incendie, et son arrivée n'était pas un hasard, elle avait perdu quelque chose de précieux, et avec son aide, elle pourrait peut-être retrouver son chemin. Ce qui avait commencé comme une étincelle entre Lia et Nicolas brûlait désormais comme une flamme constante, réchauffant même les jours les plus gris. Leur rencontre ne se limitait plus à la place. Elle se rendait régulièrement chez les Montero et, l'après-midi, ils partageaient des moments de calme plus forts que n'importe quelle parole. Mais il y avait un sujet que Lia évitait obstinément, elle-même. Un jour, alors qu'elle faisait un geste délicat de la main à Nicolas, il lui demanda, « Où habites-tu » ? « Là-bas » répondit-elle sans hésiter, le regard fixé sur le bout de ses doigts. « Là-bas où » insista-t-il doucement. « Là où le ciel n'a pas de fenêtre » murmura-t-elle. Nicolas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire » Elle haussa les épaules. « Ça n'a pas d'importance. » Depuis l'autre pièce, Alejandro entendit ces paroles et ressentit un profond malaise. Ce n'était pas simplement de la tristesse dans sa réponse, c'était quelque chose de plus ancien, une blessure jamais cicatrisée. Cette nuit-là, pendant que Nicolas dormait, Alejandro appela Laura dans son bureau. « J'ai besoin que tu lui parles de sa vie. » Laura marqua une pause. « À propos de quoi ? Où dort-elle ? Quelqu'un veille sur elle » demanda-t-il d'une voix inquiète. Il hésita, puis avoua, « Je ne veux pas la mettre sous pression, mais quelque chose me dit qu'elle fuit quelque chose. » Quelques minutes plus tard, Laura retrouva Lia perchée sur la terrasse, contemplant les lumières scintillantes de la ville. « Tu aimes la vue d'ici » demanda Laura en s'installant à côté d'elle. Les yeux de Lia restèrent fixés sur l'horizon. « C'est comme si les étoiles étaient en bas plutôt qu'en haut, dit-elle. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Tu sais, Nicolas ne parlait jamais. Maintenant, il ne peut s'empêcher de sourire. Il a la musique en lui. Il avait juste besoin que quelqu'un le réveille. » Laura sourit, émue. « Et qui te réveille ?» Lia se tourna vers elle, mais lui dit sans émotion, « Tu as une famille. Tout le monde a une famille. Qu'il t'aime ou non, c'est une autre histoire. » Le cœur de Laura se serra. « Et ta famille ?
Ma mère est partie quand j'avais 4 ans, répondit Lia d'une voix neutre. Mon père disait que je dansais trop. Les joues de Laura s'empourprèrent. Il t'a fait mal? Lia baissa les yeux et, comme pour fuir la question, demanda, puis-je vous poser une question? Bien sûr, dit doucement Laura. Pourquoi tout le monde pense que les pauvres veulent voler? Laura se tut, incapable de trouver une réponse. Plus tard, elle rapporta à Alejandro, la voix lourde d'inquiétude, « Monsieur, cette fille a traversé bien plus de choses qu'elle ne le laisse paraître. Si nous ne l'aidons pas, le monde la brisera complètement. » Ce soir-là, Alejandro arpentait son bureau, un verre de whisky à la main, hanté par les paroles de Laura. Il erra jusqu'à arriver devant la porte de Nicolas. Regardant à l'intérieur, il vit Lia levée dans un fauteuil, emmitouflée dans une fine couverture, un carnet usé posé sur ses genoux. Il remarqua la page sur laquelle elle avait écrit. Ceux qui dorment dans la rue ne sont pas tous perdus. Certains cherchent simplement un moyen de revenir. Alejandro retint son souffle. Il s'avança et posa une couverture plus lourde sur ses épaules, silencieux et attentif. Le lendemain, sans aucun signe de Lia, Nicolas appuya son front contre la vitre, observant la scène jusqu'au crépuscule. Finalement, il emporta sa chaise dans le jardin et murmura dans le vide, « Il lui est arrivé quelque chose. Je suis désolé. » Alejandro passa à l'action. Il envoya Laura fouiller les quartiers voisins et appela les hôpitaux, mais il n'y avait aucune trace de Lia. Puis, peu avant minuit, la police l'avisa, une jeune fille avait été retrouvée inconsciente près d'un tas de barils abandonnés. Elle portait un t-shirt délavé et serrait contre sa poitrine un carnet à couverture rigide en lambeaux. Dans son sommeil, elle murmura, « Ne m'enlevez pas ma musique. » Alejandro arriva avant tout le monde. Il vit sa petite silhouette fragile sur le brancard d'urgence, la peau tachée de terre, les cheveux emmêlés de feuilles. Pourtant, sa respiration était régulière, et tandis qu'il s'agenouillait à côté d'elle, elle sourit, même inconsciente. Un médecin s'approcha, le regard curieux. « Monsieur, allez-vous l'adopter » Alejandro secoua lentement la tête. « Pas encore, » répondit-il. « D'abord, je veux connaître son histoire. » Ce qu'Alejandro ne comprenait pas encore, c'est que l'histoire de Lia ne se limitait pas à son passé, elle vivait aussi dans le présent. Dans un coin sombre de la ville, un homme à la joue barrée d'une cicatrice déchiquetée fixait sa photo sur une vieille tablette en murmurant, « Je t'ai trouvé, petite danseuse. » L'aube se leva, laissant un silence pesant sur le manoir Montero. Lia dormait toujours dans la chambre d'amis, le corps affaibli mais le visage serein. Nicolas ne quittait pas sa porte, et Alejandro, tel un fantôme, errait dans les couloirs de marbre comme si la maison était devenue une prison dorée. Laura le trouva debout devant un portrait de sa défunte épouse. « Elle lui ressemble, » dit-il doucement, sans se retourner. « Comme qui ?» demanda doucement Laura. « Lia » répondit-il d'une voix tremblante. Pas dans son visage, mais dans quelque chose de plus profond, dans son attitude, comme si elle n'avait pas peur du monde, comme si elle était née pour défier la tristesse. Laura hocha la tête. Elle comprit qu'il parlait d'un passé qu'il revisitait rarement. Alejandro Montero avait été un homme différent, plus compatissant, moins endurci, grâce à sa femme, Elena. Elena n'était pas riche, elle enseignait la musique dans une école de quartier. Quand elle jouait du piano, Alejandro avait l'impression que le temps pouvait s'arrêter et l'écouter. Ils tombèrent amoureux sans prévenir, se marièrent sans l'accord de personne, et à la naissance de Nicolas, ils crurent que la tragédie les avait échappés. Mais le destin s'abattit sans prévenir, une dispute sur une route détrempée, un crissement de frein, un éclat de verre, puis le silence. Elena mourut sur le coup. Nicolas survécut, mais il se replia sur lui-même, refusant de parler ou de marcher. Le cœur d'Alejandro se brisa à nouveau. Il bannit toute allusion à la musique de leur foyer et tint Nicolas enfermé dans un cocon contre tout espoir, car espérer était une trahison. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant » demanda Laura d'une voix douce. « Parce que Lia détruit tout ce que j'ai construit pour nous protéger, » avoua-t-il, le regard hanté. « Et je ne sais pas si je dois l'arrêter ou la remercier. » Dans la chambre d'amis, Lia s'agita. Une perfusion lui coula dans la main, et à côté d'elle se trouvait un carnet de croquis qui n'appartenait pas à elle, mais à Nicolas. Elle tourna les pages jusqu'à s'arrêter sur un dessin au fusain, Lia tournoyait, sa jupe s'épanouissait autour d'elle, tandis que Nicolas se tenait à proximité, le ciel derrière elle empli de notes de musique. Les lèvres de Lia se courbèrent en un léger sourire tandis qu'elle murmurait, « M'as-tu dessiné avant que cela n'arrive ?»
Nicolas entra avec un verre d'eau, le visage teinté d'inquiétude. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Comme si mon corps était parti à la guerre et qu'il venait seulement de rentrer à la maison, » répondit-elle, la voix rauque d'épuisement. « Ne disparaît plus, dit-il, les yeux sombres. « Ce n'était pas ma faute, répondit-elle en détournant le regard. « Alors, que s'est-il passé » Ses doigts tordaient le coin de la couverture. « Je pensais pouvoir retourner là où je dormais avant, mais quand je suis arrivé, elle avait disparu. »« Qui l'a détruit ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a mis le feu à mes couvertures et a laissé un mot. » Les sourcils de Nicolas se froncèrent. Qu'est-ce que ça disait? Lia déglutit difficilement. « Danse pour moi, ou disparaît. » Un silence épais et étouffant s'installa, jusqu'à ce que Nicolas prenne enfin la parole, sa voix à peine un souffle, « Moi aussi, j'ai peur. » Lia le regarda avec une tendresse inattendue. Alors, effrayé. Oui, a-t-il admis, mais nous avons dansé. À leur insu, Laura avait entendu chaque mot depuis la porte entr'ouverte. Elle se précipita dans le couloir jusqu'au bureau d'Alejandro. Monsieur, halta-t-elle, quelqu'un la poursuit. Ils ont laissé cette menace. Le visage d'Alejandro pâlit. Qui ferait une chose aussi cruelle à une petite fille? Laura hésita. Quelqu'un qui sait qui elle est vraiment. Plus tard dans l'après-midi, Alejandro éplucha les dossiers poussiéreux de vieilles fondations, d'orphelinats et d'hôpitaux pour enfants. 10 ans plus tôt, il était tombé sur un rapport de la fondation Amancé, un orphelinat fermé après un incendie dévastateur. 5 enfants avaient péri dans les flammes, mais les registres officiels n'en avaient nommé que 4. Une fillette était toujours portée disparue, Lia Montenegro, née le 19 septembre. Le souffle d'Alejandro s'arrêta. Cette date correspondait à une note secrète dans le journal intime d'Elena ou une date qu'elle célébrait en silence chaque année, pleurant sa propre sœur perdue en couche alors qu'Elena avait 6 ans. C'était impossible. Il chercha d'autres papiers et découvrit la demande d'adoption d'Elena, refusée, son désir d'accueillir une fille prénommée Montenegro chez eux. Le nom avait été barré, l'adoption annulée lorsque l'orphelinat avait mystérieusement fermé. Elena était rentrée un jour en larmes, persuadée que cette fille, elle devait avoir de la musique dans les veines, avait murmuré Elena était perdue à jamais. Alejandro s'affala sur son bureau, les mains tremblantes, tandis que les souvenirs affluaient comme un poignard. « Qui es-tu, Lia » murmura-t-il à la pièce vide. Cette nuit-là, Alejandro s'approcha de la porte de la chambre de Lia. Il s'arrêta, la main tremblante sur la poignée, le poids de son histoire pesant sur lui. Il ouvrit la porte et entra, déterminé à protéger la petite danseuse dont la vie était devenue intimement liée à la sienne et dont le passé allait tout changer. Elle dormait, mais elle murmura « Je ne veux plus danser pour lui, plus de feu ». Alejandro lui caressa maladroitement les cheveux et murmura « Je jure que je ne laisserai plus personne se servir de toi, même si je dois détruire le monde ». De l'autre côté de la ville, cependant, l'homme à la cicatrice aiguisait un couteau. Sur la table était posée une vieille boîte à musique, une fois ouverte, une mélodie enfantine s'échappait comme une berceuse cruelle. Il la regardait tourner et disait « Tout le monde a un prix, même l'espoir ». La sécurité au manoir Montero avait doublé du jour au lendemain, des gardes à chaque entrée, des véhicules sillonnant la rue tels des prédateurs silencieux, des alarmes autrefois cachées dans l'ombre désormais visible. Lia le remarqua aussitôt et murmura « Nous sommes en danger ». Alejandro ne répondit pas directement, il dit « Nous sommes protégés ». Pourtant, dans leurs yeux brillait la certitude qu'une guerre restait à mener. Pendant ce temps, Nicolas passait des heures à son bureau, dessinant chaque page d'une version de leur nouveau monde, lui-même avançant, Lia dansant, mais toujours là, une ville qui ne les réconfortait ni ne les accueillait. Dans les marges de ses croquis surgissaient des cauchemars, des tours en flammes, des ombres brandissant des couteaux, des yeux fixés au milieu des flammes. Quand Lia vit un de ses dessins, elle soupira, « Moi aussi, je l'ai rêvé. » Elle avait raison. Cet homme balafré avec sa boîte à musique automatique hantait leur nuit. Laura enquêta sans relâche, découvrant un fait profondément troublant. Depuis 2010, l'orphelinat Montero était assailli de plaintes, châtiments corporels, séquestration, disparition et personne n'avait réagi. Fermé en 2013 sous prétexte d'un incendie accidentel, l'orphelinat n'a laissé derrière lui que murmures et cendres. Un gardien, Simon Cordreau, disparu sans laisser de traces, son nom figurait comme un pseudonyme dans des archives internes poussiéreuses. Alejandro sentit une boule se nouer dans sa gorge lorsque Laura parla à voix basse, il forçait des enfants à danser pour des clients fortunés, un spectacle privé tordu. Alejandro serra les poings.
Lia était passée par là. Les indices la désignaient. Cette nuit-là, Lia se réveilla d'un autre rêve interrompu en hurlant « Je ne veux pas y retourner, je ne veux pas danser pour lui ». Nicolas se précipita à ses côtés, apaisant ses tremblements. « Tu es en sécurité », murmura-t-il. Mais elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Il me regarde même quand je dors. Il a une boîte à musique, et quand elle joue, je ne peux pas m'arrêter. » Alejandro n'arrivait pas à dormir. Il éplucha dossier après dossier jusqu'à ce qu'une vieille photo de journal lui tombe entre les mains. Daté de 2008, le titre annonçait « Simon Cordreau, animateur pour enfants, ouvre une école de danse gratuite pour les enfants défavorisés ». Sur l'image granuleuse en noir et blanc, un enfant pieds nus, vêtu d'une chemise blanche âgé d'environ 3 ou 4 ans se glissait sur une scène improvisée, l'air vide et aveugle. Alejandro referma le dossier d'un coup sec. Sa décision était prise. Avant l'aube, sans prévenir personne, il se rendit dans un bidonville de la périphérie de la ville. Il découvrit le bâtiment abandonné où se dressait autrefois la fondation Amancé. À l'intérieur, les murs portaient de vagues traces de dessins au pastel, des bonhommes allumettes, des ballons, des jours de rire désormais révolus. Dans un coin, la silhouette d'une scène improvisée où une estrade basse éclairée par une unique ampoule suspendue donna la nausée à Alejandro. C'était réel. Une voix le surprit. « Il est dangereux de venir seul, monsieur Montero. » Il se retourna et vit un homme en trench-coat, lunettes noires, une blessure récente au cou. « Qui êtes-vous » demanda Alejandro. « Journaliste, jusqu'à ce que j'enquête. » L'homme parla avec une urgence discrète, Simon Cordreau ne travaille pas seul. Il a un réseau, et l'horreur la plus noire n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il continue de faire. Alejandro écouta en silence. Après avoir disparu pendant 10 ans, il a refait surface il y a 3 mois dans une ville voisine, poursuivit le journaliste. Il a organisé un casting, des enfants prodiges, arrachés aux orphelinats, au quartier, puis vendus aux enchères à des millionnaires corrompus qui paient pour les contrôler, les regardant obéir au son d'une mélodie maudite. Le sang d'Alejandro se glaça. Lia avait été son joyau, obéissante, au cœur pur. Une nuit, elle s'était échappée, il la croyait morte dans l'incendie de l'orphelinat. Le journaliste exhiba alors une photo prise avec une caméra cachée, Lia dansait sur une place bondée, tournoyant au rythme d'une mélodie silencieuse. Dans la foule, Simon Cordreau, chapeau et barbe masquant son visage, la cicatrice reconnaissable entremille sur sa joue. Alejandro rentra chez lui, le cœur en feu. Sans un mot à Laura ni à Nicolas, il sortit de son coffre-fort une petite arme enregistrée, jamais utilisée jusqu'alors. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Lia se réveilla en sursaut et descendit trouver Alejandro dans le jardin. De la fumée s'échappait de ses lèvres où il ne fumait jamais. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Il expira un nuage de fumée et dit « J'apprends à haïr. »« Pourquoi » insista-t-elle. « Parce que si je ne le fais pas, je n'aurai pas le courage de l'affronter. » Lia s'approcha de lui, douce comme une brise. « Je ne veux pas le haïr pour moi. » Alejandro soutint son regard. « Et toi non » murmura-t-elle. Des larmes brillèrent dans ses yeux tandis qu'elle baissait les yeux. « Oui, mais si je me remplis de haine, je ne pourrai plus danser. » Le silence retomba. Alejandro s'agenouilla, effleurant son front du sien. « Dis-moi quoi faire. Te protéger, ou t'apprendre à te battre. » Sans hésiter, Lia répondit, les deux. Cette nuit-là, Alejandro comprit qu'il ne pouvait plus se cacher derrière sa fortune. Le passé était revenu, non pas comme un souvenir, mais comme un ennemi vivant. Les jours suivants, le temps lui sembla un sablier inversé, se pressant de toutes parts. Alejandro renforça la sécurité, des drones patrouillaient au-dessus de sa tête, un garde armé observait depuis une camionnette noire garée à un pâté de maison, et à l'intérieur du manoir, le sommeil lui était devenu étranger. Lia faisait encore des cauchemars, mais cette fois, elle ne cria pas, elle se leva en silence, alla sur le balcon, contempla les étoiles et répéta un mantra, « Tu ne vas pas me prendre ma musique. Tu ne vas pas me prendre ma musique. Tu ne vas pas me quitter. » Nicolas la suivit sur la pointe des pieds et la trouva tremblante. Il s'installa près d'elle et murmura, « Tu sais que ma mère dansait » Lia parut surprise. « Sérieusement » Elle bougeait comme le vent, et papa l'enregistrait. Il disait que j'avais le rythme dans les veines. Il lui prit la main. « Et toi, je ne danse pas, mais quand tu danses, c'est comme si je dansais avec toi. »
Pour la première fois sans craindre de se briser, Lia le serra dans ses bras. Il lui rendit son étreinte, la serrant contre lui comme pour ancrer deux âmes à la dérive. Pendant ce temps, Laura creusait plus profondément. En contactant le journaliste, elle apprit que l'endroit s'appelait le Red Room, un club underground exclusif se faisant passer pour une galerie d'art. Simon Cordreau y organisait ses horreurs. Des enfants étaient attirés par des castings ouverts, prétendument adoptés, devant les caméras, pour être ensuite vendus comme des biens. La rage d'Alejandro s'enflamma. « Où est-il » demanda-t-il. « Personne ne peut entrer, une invitation est requise. » Laura hésita, puis dit « Je vais le chercher. » Il se tourna vers elle avec un calme effrayant, « J'ai fait partie du même monde malsain qui finance ces spectacles, peut-être pas comme client, mais comme donateur. Hommes d'affaires, membres du Congrès, ils se protègent mutuellement. Il est temps de brûler ce cercle de l'intérieur. » Ce soir-là, Alejandro appela un ancien contact, un avocat sans scrupules dont l'influence dépassait largement les limites de la loi. « J'ai besoin d'une invitation pour la Chambre rouge. » La voix de l'avocat grésillait dans le téléphone. « Alejandro, savez-vous ce que vous demandez ?»« Oui, » répondit Alejandro, « et je sais aussi à qui ils vendent. » 3 jours plus tard, un colis arriva sans adresse de retour, à l'intérieur se trouvait une invitation en papier noir scellée à la cire rouge, portant une phrase glaçante où l'art et le sacrifice se fondaient en applaudissements. Alejandro savait que c'était un piège, mais il ne pouvait refuser. À la maison, Lia se tourna vers Laura. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit Laura. « Comment vaincre quelqu'un qui pense que tu lui appartiens ?» Laura réfléchit un instant et répondit doucement, « Tu choisis pour toi-même. S'ils te forcent, alors tu danses pour toi, pas pour eux. » Ce soir-là, Lia descendit dans le débarras du sous-sol, où des miroirs étaient adossés au mur, des tapis gisaient dans leurs plis poussiéreux, et une vieille radio silencieuse. Elle l'alluma, son cadran crépitant. Revêtue du chemisier blanc que Nicolas lui avait offert, elle dansa non plus comme avant, mais avec rage, avec force. Chaque tour disait « non », chaque pas résonnait « ne me brise pas », chaque mouvement de son corps était un avertissement « je ne suis plus la petite fille qui s'enfuit ». Par l'entrebâillement de la porte, Nicolas observait, la fierté éclairant ses yeux au lieu de la tristesse. Pendant ce temps, Alejandro revêtait ses plus beaux atours, une chemise noire qui absorbait la lumière, une cravate rouge sang et une montre en or. Pourtant, sous la poche de sa veste se trouvait un petit émetteur et un pistolet chargé. « Tu es sûr ?» demanda Laura. « Non, » admit-il, « mais je dois entrer dans cet enfer si je veux en faire sortir les autres. » En chemin, Laura lui tendit une enveloppe. C'est une photo. D'une main tremblante, il l'ouvrit et découvrit Lia, en train de danser dans leur salon ce matin-là où le feu incarnait, une danse qui refusait toute permission, une fille qui avait souffert mais qui croyait encore que la musique pouvait la sauver. À son arrivée, la salle rouge se déploya devant lui tel un cauchemar, une usine reconvertie baignée d'une lumière tamisée, des tables sur lesquelles étaient posés des verres de luxe, des hommes et des femmes masqués, et au centre, une scène étrangement vide. Un homme s'approcha d'Alejandro au pas de masque, juste l'homme à la cicatrice, la joue marquée comme un trophée. « Monsieur Montero, c'est un plaisir de vous recevoir, » dit-il, un sourire venimeux. « Tout le plaisir est pour moi, maestro, » répondit Alejandro, le regard fixe. Le sourire de serpent de Simon Cordreau s'élargit. « J'espère que ce que vous verrez ce soir vous redonnera foi en l'art. On verra bien. » Tandis qu'ils discutaient dans l'ombre de l'arrière-salle, une petite fille attendait sur les coulisses de la scène pas plus de 7 ans, le blanc de sa robe luisant, les pieds nus, le regard vide. Alejandro sentit la scène se déplacer sous lui, comme s'il pénétrait dans un souvenir qu'il n'avait jamais désiré. Les murs, drapés de velours marron, semblaient absorber chaque conversation chuchotée. Les verres teintaient aux tables tandis que les clients masqués murmuraient, inconscients de la violence qu'ils applaudissaient. Pourtant, Alejandro ne voyait que la scène vide, entendant dans son silence l'écho de cris étouffés. Simon le guida avec une courtoisie maladive jusqu'à une table principale, à l'avant. Un serveur lui offrit un verre, Alejandro refusa. La salle s'assombrit soudain, plongeant chacun dans une attente tendue. Une douce voix féminine métallique s'éleva des haut-parleurs, « Mesdames et messieurs, bienvenue à la soirée la plus attendue du mois, où le talent s'épanouit et où le silence a un prix. » Le rideau commença à s'ouvrir. Là, baignée par un unique projecteur, se tenait la jeune fille aux robes blanches, pieds nus, yeux cernés prête à danser pour ceux qui croyaient que même l'espoir pouvait s'acheter. Ses membres se mirent à bouger mécaniquement, comme une marionnette dont les fils invisibles tiraient chaque articulation.
Alejandro sentit une vague de rage l'envahir. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, les articulations blanches et tremblantes, mais il ne pouvait pas encore agir. Il était arrivé seul sans armes, sans renfort, sans police armée seulement d'un petit émetteur que Laura, qui l'observait depuis son appartement, avait activé. Chaque mot qu'il prononçait, chaque son qu'il entendait était enregistré, avec une promesse brûlante dans son esprit, il sortirait cette fille de là, même si cela lui coûtait tout. La présence de Simon se glissa derrière lui, douce et menaçante. « Magnifique, n'est-ce pas » murmura-t-il à voix basse. « Elle a peur, bien sûr. »« Les grands artistes le sont toujours » ajouta Simon, les lèvres étirées en un sourire entendu, avant de poursuivre, c'est ainsi qu'ils apprennent à aimer les applaudissements. Le regard d'Alejandro se fixa sur le visage de Simon, froid et dur. « Tu as utilisé le même stratagème avec Lia » cracha-t-il. Il n'y avait aucune surprise dans le regard de Simon. « Alors, tu l'as avec toi maintenant, Alejandro. Elle ne t'appartient plus. »« Elle ne m'a jamais appartenu, » rétorqua Alejandro, « mais son talent, oui. Et je peux encore récupérer ce qui m'appartient. » D'une poussée soudaine, Alejandro envoya Simon s'écraser contre le bord d'une table. Les assiettes s'entrechoquèrent et certains convives se retournèrent pour assister à l'altercation. Une alarme silencieuse avait dû se déclencher. La voix d'Alejandro se transforma en un murmure autoritaire. « Je ne veux plus voir un enfant danser ici » dit-il d'une voix rauque et tranchante. « Tu m'entends » Les yeux de Simon se plissèrent. « Alors, sors » poursuivit Alejandro en se redressant. « Cette salle est réservée aux spectateurs, pas aux sauveteurs. Combien d'autres sont enfermés quelque part sous cet endroit ? De quoi alimenter le spectacle pendant des années » railla Simon. Alejandro recula, la poitrine haletante. Il appuya sur l'émetteur. D'une voix basse et pressante, il prononça un code, code rouge. Infiltration prête. Intervention urgente. Aussitôt, la voix de Laura grésilla dans son oreillette. Elle confirma leur emplacement exact, la salle rouge, au deuxième sous-sol de l'ancien bâtiment d'art moderne. « Faites-les tous sortir » insista-t-elle. Mais Simon, sentant ce qui se passait, sortit une petite télécommande de sa poche. « Tu pensais pouvoir entrer ici sans conséquence » ricana-t-il. Avant qu'Alejandro puisse répondre, une sirène stridente et terrifiante se mit à hurler. Le rideau tomba et les lumières s'éteignirent, plongeant la salle dans le noir. Puis vinrent les cris non pas du public, mais d'enfants cachés dans des pièces derrière la scène. Sans hésitation, Alejandro s'élança à travers la foule plongée dans l'obscurité. Il prit une grande inspiration et frappa un homme au visage, l'envoyant valdinguer. Un autre tomba au sol tandis qu'Alejandro passait à toute vitesse, atteignant l'une des portes de derrière. Du bout des doigts, il trouva la serrure, il la força et alluma une lumière à l'intérieur. Ce qu'il trouva lui serra le cœur d'horreur, 5 enfants, enchaînés au mur, les yeux écarquillés de terreur. Dans un coin, une boîte à musique tournoyait, sa mélodie envoûtante se détachant dans l'obscurité. Lorsqu'ils le virent, leurs sanglots résonnèrent sur les murs de béton. « À l'aide, s'il vous plaît. » Alejandro prit la plus jeune dans ses bras, lui posant délicatement un doigt sur les lèvres avant de faire signe aux autres. « Allez. Suivez ma voix. Vite. » À la surface, le hurlement des sirènes s'intensifia tandis que les voitures de patrouille convergeaient vers le vieux bâtiment artistique. Laura avait déjà transmis leur position en temps réel. La police défonça les portes principales au moment même où Alejandro faisait entrer le dernier enfant effrayé dans le couloir. La salle rouge, autrefois baignée de sinistres lumières cramoisies, commença à s'inonder de lueurs bleues et rouges clignotantes. Simon, sentant les murs s'effondrer autour de lui, se glissa par une sortie latérale, mais Alejandro le poursuivit sans relâche. Ils s'engagèrent dans un couloir étroit et faiblement éclairé jusqu'à ce que le pied de Simon s'accroche à une latte du plancher et qu'il s'effondre. Alejandro le dominait, arme levée. « Qu'est-ce que ça fait » demanda-t-il à voix basse. « Savoir qu'ils vous verront pour ce que vous êtes vraiment. » Simon cracha du sang sur le sol froid. « Ils ne me verront pas » siffla-t-il. « Personne ne me voit jamais. » Alejandro répondit en frappant violemment la mâchoire de Simon, puis se redressa lorsque la police entra enfin dans le couloir. Ce soir-là, tous les journaux télévisés ont relaté l'histoire, un millionnaire infiltre un réseau de trafic d'enfants et libère 5 enfants grâce à une opération d'infiltration spectaculaire. Alejandro Montero a refusé de commenter, mais le monde entier a vu les images des enfants secourus, tremblants mais sains et saufs, envahir les écrans.
Chez lui, une seule pièce s'animait, tous les autres recoins étaient plongés dans le silence. Lia l'attendait dans le salon, les jambes repliées sur le canapé, une tasse de lait chaud dans ses petites mains. « Tu l'as vu » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Alejandro hocha la tête, l'épuisement et le soulagement se lisant sur son visage. « Nous l'avons sauvé » dit-il doucement. « Il ne te touchera plus jamais. » Lia ne dit rien. Au lieu de cela, elle se leva et fouilla dans la poche de sa robe pour en sortir une boîte à musique cassée, celle de Simon, dit-elle d'une voix ferme mais féroce. Puis, sans hésiter, elle la jeta dans les flammes ardentes de la cheminée. Tandis que les engrenages fondaient et que la petite ballerine à l'intérieur se recroquevillait, vaincue, Lia se tourna vers Alejandro. « Puis-je te demander quelque chose » dit-elle. « N'importe quoi » répondit-il. « Apprends-moi à danser sans peur. » Alejandro s'agenouilla et baissa la tête. « Je te le promets » jura-t-il. Pourtant, aucun d'eux ne réalisa que le véritable miracle n'était pas encore arrivé. Ce don ne naîtrait pas de la justice, mais de la musique. Après cette nuit-là, la maison Montero respirait différemment. Ses rideaux n'étaient plus tirés, à la place, des rayons de lumière dorée dansaient sur les sols cirés. Une douce musique résonnait à nouveau dans les couloirs, et Lia se déplaçait comme un esprit renaissant, chaque pas imprégné d'une énergie qui semblait chasser les ténèbres qui l'habitaient. Pourtant, des blessures subsistaient, et l'une d'elles était maintenue fermement dans un fauteuil roulant. Nicolas passait ses après-midi dans sa chambre, dessinant moins et réfléchissant davantage. Il se souvenait de ses 5 ans, lorsqu'il dansait avec sa mère dans la cuisine, leurs pieds trépignant au rythme des chansons italiennes. Elena lui avait appris à filer, à se laisser aller au rythme. Mais après l'accident, ses souvenirs étaient enfouis sous le chagrin. Maintenant, avec Lia vivant sous le même toit, quelque chose au fond de lui s'éveillait à nouveau. Un après-midi, il entendit frapper doucement à la porte de sa chambre. « Je peux entrer » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit-il d'une voix caverneuse. Il était assis, penché à son bureau, à regarder une vieille vidéo sur son ordinateur portable, sa mère dansait avec lui dans ses bras, un rire jaillissant de tous les deux tandis qu'elle le faisait tournoyer dans les airs. « Tu étais heureux » dit Lia en voyant son expression s'adoucir. « Elle m'a fait croire que voler était normal » murmura-t-il. « Et maintenant, je ne peux que regarder. » Lia s'agenouilla devant lui, les yeux brillants d'une douce détermination. « Et si je te disais que tu pouvais voler à nouveau » demanda-t-elle. Nicolas lui offrit un sourire triste. « Je n'ai pas d'aile » répondit-il. « Tu n'as pas besoin d'aile » dit doucement Lia. « Tu as besoin de musique. » Alejandro, qui attendait juste devant la porte, sentit ces mots comme la main d'Elena effleurer sa joue. Ce soir-là, Lia parla à voix basse avec Laura au téléphone. « Je veux organiser une présentation » dit-elle. « Une présentation, oh oui, ou une sorte de spectacle, mais rien que pour lui. »« Et toi, tu vas faire quoi » demanda Laura, la voix chargée d'espoir. « Je danserai » murmura Lia. « Je vais lui montrer qu'il peut encore bouger, lui aussi. » Au cours des jours suivants, avec l'aide d'Alejandro, ils transformèrent la salle principale. Ils étuvèrent et polirent le marbre jusqu'à ce qu'il reflète la douce lueur de lampes soigneusement placées. Au centre, ils installèrent une petite piste de danse ronde, aux bords usés par les années d'utilisation, mais toujours solide sous leurs pieds. Lia passa des heures à répéter, non seulement en mémorisant les pas, mais en parlant à Nicolas à chaque mouvement. « Ressens comme ce tour t'élève l'esprit » lui disait-elle. « Tu n'es pas obligé de le faire, il suffit de le ressentir. » Et lorsqu'il hésitait, elle souriait et disait, « Quand tu bouges, ce n'est pas une question de force, mais de lâcher prise. » Enfin, un jeudi soir, tout était prêt. Alejandro et Laura prirent place dans le public, le souffle coupé. Nicolas se roula en face de Lia, son fauteuil roulant positionné de manière à ce qu'il puisse se voir clairement. La musique commença, une mélodie lente et sans paroles, dont les notes flottaient comme des volutes de fumée. Lia entra sur la piste de danse. Sa jupe ondulait autour d'elle tandis qu'elle tournoyait, ses pieds effleurant à peine la surface polie, comme si elle et le marbre ne faisaient qu'un. Mais le plus frappant était son visage, il rayonnait non pas d'effort, mais de pure liberté. À chaque rotation, elle se rapprochait de Nicolas, puis s'arrêta pour lui tendre les mains. « Danse avec moi » semblait-il supplier du regard. Il secoua la tête. « Je ne peux pas » dit-il doucement. « Si, tu peux » murmura-t-elle. « Je n'ai pas la force » admit-il d'une voix tremblante.
Alors bouge simplement les bras, insista Lia. Fais-le avec moi. La main de Nicolas flotta dans l'air, incertaine, puis, lentement, il la leva. Au début, son geste fut hésitant et maladroit, mais tandis que Lia s'approchait de lui son corps, une oasis de grâce, son bras prit confiance, puis l'autre. Laura se serra la poitrine, les larmes aux yeux. Alejandro serra les mâchoires, luttant contre ses propres larmes. La musique changea, une note de violon solo s'éleva, suivie d'une douce note de piano. À cet instant, quelque chose s'éveilla en Nicolas. D'une poussée déterminée, il propulsa son fauteuil roulant vers l'avant, glissant sur la piste de danse comme de la glace. Ses bras se levèrent, son torse oscilla, et pendant quelques battements de cœur, il dansa de toute son âme. Lia le rejoignit pas à pas, le faisant tournoyer, ses mains guidant les siennes, tandis qu'il tissait une chorégraphie de lumière et de guérison. Lorsque l'accord final se fondit dans le silence, la salle sembla retenir son souffle. La poitrine de Nicolas se souleva sous l'effort, les joues de Lia brillèrent de larmes de joie. Ils rirent d'un rire pur et débridé, le premier qu'il entendait depuis des années. « Je l'ai fait » s'écria-t-il. « Oui, tu l'as fait » répondit-elle en le serrant chaleureusement dans ses bras. Les larmes aux yeux, Alejandro se leva et se mit à applaudir, le cœur débordant. « Je te l'ai promis, Elena » murmura-t-il dans le silence. « Je la ferai voler à nouveau. » Ce soir-là, Nicolas se glissa dans son lit, le sourire aux lèvres, et dans son journal intime que personne d'autre ne lisait jamais il écrivit des mots qui allaient tout changer, « J'ai dansé avec mon âme, et elle aussi. » Dans les jours qui suivirent, tout changea. Nicolas demanda à Alejandro des exercices de kinésithérapie, Alejandro engagea un nouveau thérapeute qui arrivait ponctuellement chaque après-midi. Le sourire de Laura semblait plus radieux et la maison était emplie d'une chaleur retrouvée. Mais le plus beau changement fut peut-être l'habitude de Lia de porter une fleur fraîche dans ses cheveux chaque jour. Non pas pour la frime, mais parce qu'elle croyait que les fleurs n'ont pas peur de l'hiver. « Et moi non plus » dit-elle d'une voix douce et convaincue. Mais le danger rôdait au-delà de ses murs. Dans un lieu inconnu, à l'abri des regards, une silhouette encapuchonnée reçut une lettre anonyme. À l'intérieur, une photographie, Lia et Nicolas, en train de danser. La silhouette froissa l'image, puis en sortit un coffret en bois. De l'intérieur en sortit une partition tachée et une mélodie ancienne, depuis longtemps oubliée. La voix de la silhouette, froide et déterminée, murmura « Alors je jouerai ma dernière chanson ». La nuit s'installa sur la demeure Montero comme un épais linceul de velours. Bien que tout paraisse calme de l'extérieur, un léger bourdonnement régnait à l'intérieur, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant un événement monumental. Lia n'avait pas bien dormi depuis des jours, ses cauchemars s'étaient transformés. Désormais, elle ne courait plus, elle attendait. Une nuit, attirée par une force invisible, elle se glissa hors de son lit et descendit au salon. La vieille radio, cadeau d'Alejandro, restait silencieuse sur une table de chevet jusqu'à ce qu'elle l'allume, et que le léger grésillement des parasites fasse place à une mélodie lugubre. Elle se mit à danser, mais ses mouvements n'étaient pas les siens, ils étaient raides et contrôlés, comme si des doigts invisibles guidaient chacun d'eux. Lorsque Nicolas entra dans le couloir et la vit, son souffle se coupa. « Lia, que fais-tu » Son corps tressauta, comme réveillé d'une transe. « Je ne sais pas » murmura-t-elle d'une voix lointaine. « Tu ressemblais à quelqu'un d'autre. » Le lendemain matin, Laura tendit à Alejandro un petit coffre-fort décoré qu'ils avaient découvert dans l'ancienne cave familiale. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres signées par Elena, des photos polaroïdes de Lia enfant et un carnet sans nom sur la couverture. Alejandro ouvrit le carnet à la première page et lut un gribouillage d'enfant. « Aujourd'hui, j'ai appris à obéir en silence. Je ne dois pas pleurer. Je ne dois pas parler pendant que la chanson joue. Si je fais un faux pas, ils éteindront la lumière. Un jour, j'ai rêvé que mon nom était différent, mais j'ai été puni pour m'en être souvenu. » La rage monta en Alejandro. « Qui lui a fait ça ?» Le visage de Laura s'assombrit. « Quelqu'un qui a accès à ta femme et à ton fils, » dit-elle. Cet après-midi-là, Nicolas trouva un mot anonyme glissé sous la porte de sa chambre, une partition déchirée, comme celle d'il y a quelques semaines, mais cette fois accompagnée d'un message griffonné à l'encre rouge. « Le jour où tu danseras sur cette mélodie, ta vérité éclatera au grand jour. Mais attention, il y a des vérités qui refusent d'être mémorisées. » Nicolas tenait le fragment avec précaution, les bords effilochés. Il ressentit un frisson lorsque Lia, en voyant la partition, pâlit. « Je l'ai entendu dans mes rêves » avoua-t-elle.
dans cette pièce sombre la même que celle que je vois quand je danse dans mon sommeil. Elle pressa sa main contre son front, le regard perdu dans le vide. Alarmé, Alejandro appela le docteur Mandita, un ancien pédopsychiatre spécialisé dans les victimes d'enlèvement et de trafic. Si quelqu'un avait reprogrammé émotionnellement Lia dès son plus jeune âge, avertit-il, ses souvenirs pourraient ne pas être bloqués par le seul traumatisme, mais par un conditionnement délibéré où la musique pourrait être la clé, un déclencheur codé qui remodèlerait son identité. Exactement, murmura Alejandro, les pièces du puzzle se mettant en place. De telles techniques sinistres sont rarement exécutées par une seule personne, il devait y avoir un réseau derrière tout cela. Soudain, il comprit que la capture de Simon n'était qu'un petit élément d'un tableau bien plus sombre. Pendant ce temps, Lia fit une découverte, une porte cachée derrière les vieux rayonnages de la bibliothèque. En la poussant, elle découvrit une petite pièce tapissée de livres poussiéreux et de piles de vinyle. Sur un mur était accrochée la photographie d'une femme qui ressemblait étrangement à Lia, mais en plus âgée. La signature au dos indiquait Mariana Carvajal. Mariana Carvajal avait disparu dans un incendie des années auparavant avec sa jeune fille, une affaire que tout le monde croyait close. Mais maintenant, une nouvelle question se posait, qu'était-elle devenue? Un homme interrogé à l'époque ne s'est jamais présenté à la seconde audience. Il s'appelle Vicente Montalvo et gère une fondation pour l'enfance financée par plusieurs sociétés privées, dont l'une appartient à Alejandro. Dès qu'Alejandro entendit ce nom, il se figea. Vicente Montalvo, il pensait que l'homme était mort. Était-il encore en vie? Si oui, c'était peut-être lui qui orchestrait tout. Ce soir-là, Lia retourna sur la piste de danse, mais avant de bouger, elle se tourna vers Nicolas d'un air solennel. « Joue la mélodie » murmura-t-elle. Sa voix tremblait de désir. « Tu es sûr » demanda-t-il, hésitant à chaque mot. « Oui » souffla-t-elle. « Il faut que je me souvienne. » Les doigts tremblants, Nicolas porta la partition au piano. Au moment où ses mains effleurèrent les touches, quelque chose se déplaça dans la pièce. Lia ferma les yeux et se mit à tournoyer, son corps oscillant comme guidé par une force invisible. Puis, sans prévenir, elle s'arrêta en plein tourbillon. Elle ne s'effondra pas, mais un cri lui arracha la gorge. Alejandro et Laura se précipitèrent vers elle. Nicolas le fixa, incrédule. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le corps de Lia tremblait, sa peau blêmissait dans la pénombre. « Il est là » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Qui » demanda Laura, la panique dans la voix. « L'homme aux gants » répondit Lia d'une voix à peine audible. « Celui qui m'a dit comment me déplacer. Il n'est jamais parti. » À cet instant, toutes les lumières du manoir vacillèrent. Une sonnerie du système de sécurité retentit. « Accès non autorisé au rez-de-chaussée » annonça la voix informatisée. Alejandro se précipita vers le hall. La porte d'entrée était ouverte, oscillant sur ses gonds, mais personne ne se tenait sur le seuil. Seule une feuille de papier pliée reposait sur le paillasson. Le cœur d'Alejandro battait fort lorsqu'il la ramassa et la déplia. D'une élégante écriture en boucle, il lut « Je te retrouverai là où tu as oublié ta vérité ». Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Cet endroit où la dernière opération de Nicolas avait eu lieu là, un hôpital où Elena avait été vue vivante pour la dernière fois, des années auparavant. Et à cet instant, il comprit, l'ennemi ne s'en prenait pas seulement à Lia. Il en avait après elle toute. Et cette mélodie n'était que le premier acte d'une effroyable performance. Le matin arriva enveloppé d'un silence inquiétant, comme si les murs du manoir Montero retenaient leur souffle. Depuis la nuit précédente, personne n'avait parlé plus que nécessaire. La porte ouverte, la note menaçante et les échos d'un passé dont Lia commençait seulement à se souvenir planaient sur chaque pièce comme un fantôme. Alejandro convoqua tout le personnel. Ils inspectèrent chaque caméra, doublèrent les patrouilles de sécurité, mais l'intrus resta insaisissable. On aurait dit qu'il connaissait la maison mieux qu'eux et pouvait passer à travers chaque objectif et chaque verrouillage. Pendant ce temps, Nicolas enfermait la partition dans un lourd coffre-fort. Il refusait d'y toucher à nouveau, surtout tant que Lia réagissait violemment. Pourtant, tard dans la nuit, il se sentit attiré par la mélodie, qui lui semblait étrangement familière, comme si elle était tissée au plus profond de sa propre histoire. Cherchant refuge, Lia se retira dans la serre, où le parfum des fleurs et la chaleur du soleil lui offraient un fragile sentiment de sécurité. Là, entourée de pétales et de feuilles murmurantes, elle griffonnait furieusement dans un carnet abîmé. Nicolas ne sut jamais si ces mots étaient de véritables souvenirs ou des inventions nées d'un traumatisme mental,
mais les images revenaient sans cesse, une fenêtre grillée, une horloge sans aiguille, et une vieille radio rouillée qui jouait la même mélodie obsédante chaque soir au crépuscule. Un après-midi, Laura la rejoignit parmi les orchidées et les fougères en pot. « Tu écris » demanda-t-elle doucement. Lia hocha la tête penchée sur ses pages. « Je ne sais pas si ce dont je me souviens est réel, mais je dois le libérer de mon fort intérieur. » Laura posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est bien, dit-elle. Le corps retient les souvenirs que l'esprit bloque parfois pour se protéger. As-tu déjà eu peur de te souvenir ?» Lia marqua une pause, son stylo flottant au-dessus du papier. « Oui, » admit-elle au bout d'un moment. « Et je me sens aussi coupable d'être en retard. » Laura secoua la tête. « Tu n'étais pas en retard, » murmura-t-elle. « Tu es arrivé juste au moment où quelqu'un te croyait pour la première fois. » Pendant ce temps, Alejandro contemplait une enveloppe certifiée arrivée au manoir. Pas d'adresse de retour, mais le cachet de la poste était de Madrid. Il l'ouvrit d'une main tremblante et trouva une clé ancienne et une ligne griffonnée sur une petite carte, « Hôpital Santa Aurelia archives confidentielles, sous-sol C », il appela immédiatement son avocat. « Cet hôpital a été démoli il y a 3 ans, dit-il. Du moins officiellement. Je ne peux cependant pas garantir que ce qu'il contenait ait survécu. » Cette nuit-là, Alejandro et Laura se rendirent en voiture dans les ruines de l'hôpital Santa Aurelia. Des graffitis couvraient les murs fissurés, des vitres brisées s'ouvraient comme des dents cassées. Pourtant, sous les décombres, les archives souterraines se cachaient, intactes et invitantes. Avec la clé ancienne, Alejandro ouvrit une porte en acier renforcé. Un couloir humide et étroit s'étendait devant eux, chaque pas résonnant dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils atteignent une salle d'archives oubliée. Des armoires couvertes de poussière bordaient les murs, remplies de dossiers abîmés et de documents jaunis. Dans un tiroir, ils trouvèrent des dossiers aux noms barrés et aux dates modifiées. Puis, glissée entre les dossiers, se trouvait une enveloppe timbrée du Code Canada 3471L. À l'intérieur se trouvait une petite photo de Lia, timbrée du nom de la patiente, Sofia Carvaral. Le visage de Laura se vida de ses couleurs. « Alors c'est vrai » murmura-t-elle. « Quoi ?» Alejandro lut sur un morceau de papier déchiré à côté des dossiers, « Test réussi pour la cadette, Sofia. Haute réceptivité au stimulus sonore 112B. Réponse conditionnée. Obéissance motrice induite. Contactez Montalvo pour la suite. » Alejandro eut l'impression qu'il allait s'étouffer. Montalvo, le nom avait disparu de tous les registres après un mystérieux incendie, et pourtant il était de retour. Ils rentrèrent chez eux en silence, mais le poids de ce qu'ils avaient découvert pesait sur leur cœur, quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière l'existence de Lia, et Vicente Montalvo en était probablement le centre. De retour au manoir, Nicolas était assis seul dans le grand hall, dessinant distraitement. Lorsqu'il posa son crayon, il regarda la page et vit un visage qu'il ne reconnut pas, un homme chauve avec de petites lunettes rondes et une cicatrice qui descendait le long de son cou. Si la ressemblance était étrange, la main qu'il avait dessinée était indubitable. Lia s'approcha en silence et se figea devant le dessin. « Tu le connais » dit-elle doucement. « Non » répondit Nicolas, la voix tendue. « Je ne l'ai vu qu'en rêve. Il apparaît juste avant le début de la mélodie, et il dit toujours la même chose. » Les yeux de Lia s'écarquillèrent. « Que dit-il » Nicolas déglutit. « Danse, sinon elle ne reviendra pas », personne ne put dire à qui, elle, faisait référence Helena, peut-être, ou une autre jeune fille perdue dans son passé. Alejandro scanna le croquis dans une base de données confidentielle. Une correspondance partielle s'affichait à l'écran, un homme lié à une clinique psychiatrique démantelée en 2009, nommé Ernesto Villalta, dit « le silencieux », spécialiste de la reprogrammation infantile. Soudain, le téléphone d'Alejandro vibra, signalant un appel vidéo entrant. Aucun numéro n'était affiché, seulement une diffusion en direct. À l'autre bout du fil, une pièce faiblement éclairée, une chaise au centre, une lampe suspendue projetant de longues ombres, et une silhouette ligotée et affalée. Une voix mécanique crépita, « Le passé appelle son heure. Viens seul, ou la prochaine mélodie sera la dernière. » La communication s'interrompit, laissant place à l'obscurité. Lia, debout à côté d'Alejandro, aperçut quelque chose en arrière-plan, un miroir sale, le nom, Marie, gravé dans la poussière. Elle pressa une main contre sa poitrine et ressentit une vague d'émotion et une envie intime et irréversible de répondre à cet appel terrible. Cette nuit-là, Alejandro, Laura, Nicolas et Lia se réunirent dans la salle principale.
Ils comprirent qu'on ne pouvait pas faire confiance à la police, celui qui contrôlait ce complot avait accès à des systèmes, des lieux et des visages qu'ils n'avaient pas encore identifiés. Mais ils comprirent aussi une vérité inébranlable, ils ne pouvaient pas fuir. Et si c'était un piège, demanda Laura, la voix tremblante. Alejandro soutint son regard avec assurance. C'en est un, admit-il. Mais cette fois, nous serons prêts. Si nous restons, que ce soit de tout notre cœur, et que ce monstre sache qu'il n'a plus aucun pouvoir sur elle. Lia se leva, la détermination étincelante dans le regard. Je ne suis pas Sofia, déclara-t-elle. Je ne suis pas Lia. Je suis ce qui reste de moi après tout cela, et cela me suffit. Ils passèrent le reste de la nuit à se préparer à rassembler du matériel, des enregistreurs, une caméra cachée et un dispositif de localisation silencieux même si chacun savait, au fond de lui, qu'il s'agissait d'un enjeu bien plus vaste qu'eux-mêmes. Ils étaient sur le point de révéler la vérité sur ce qui était arrivé à Elena, à Sofia et à Nicolas. Leur destination était une usine abandonnée à la périphérie de la ville, la même où, des années auparavant, un signal lié à la disparition d'Elena Montero avait été localisé pour la dernière fois. Alors que la lune disparaissait à l'horizon, Alejandro, Laura, Nicolas et Lia arrivèrent ensemble. Un silence absolu les accueillit, mais en dessous, la tension bourdonnait comme un fil tendu prêt à rompre. L'entrée était entr'ouverte. Prenant une profonde inspiration, Lia entra, s'enfonçant dans l'obscurité oppressante. Aucune barrière ne l'arrêtait, l'obscurité ne pouvait pas l'effrayer plus que son propre passé. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur de pourriture humide et d'une peur ancestrale. Ils empruntèrent des couloirs épais de poussière et résonnèrent de pas, chaque instant amplifiant leur terreur. Finalement, ils atteignirent le hall principal et là, ils se tenaient. Une estrade s'élevait du sol, un fauteuil roulant vide était posé sous un projecteur solitaire, et dans sa lueur, une silhouette attachée à une chaise. « Maman » cria Nicolas en se précipitant. Alejandro se précipita pour le rejoindre. La femme assise sur la chaise était Elena vivante, mais décharnée et les yeux creux, les joues creuses, le corps frêle de malnutrition. Avant qu'il puisse la libérer, une voix retentit dans des haut-parleurs cachés. Alejandro Montero, toujours aussi prévisible. Le visage de Laura pâlit. Elle reconnut immédiatement son interlocuteur. C'est Montalvo. Que as-tu fait d'Elena? Hurla Alejandro, la voix pleine de fureur et d'incrédulité. Je l'ai protégée, répondit-il, froide et moqueuse. J'ai fait d'elle la preuve vivante de ta cécité. Alors que tu te croyais intouchable, ta femme en voyait trop et j'ai donc dû la réduire au silence. Les poings de Nicolas se serrèrent tandis qu'il s'approchait. C'est toi qui as causé l'accident, demanda-t-il. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Montalvo poursuivit, savourant son horreur. Ta mère voulait enquêter sur mes dons. Ton père est resté silencieux, et ta rééducation n'était qu'un essai clinique. Tout le monde a dansé pour moi. Puis, sortant de l'ombre, Vicente Montalvo apparut en personne au plus âgé maintenant, courbé, une canne à la main, mais arborant toujours ce même sourire arrogant. Il désigna Lia du doigt. Et toi, dit-il, tu es ma plus belle création. La fille d'argile modelée à partir de cendres. Les muscles de Lia tremblaient, mais elle tint bon. Je ne suis pas ta création, dit-elle d'une voix ferme. Je t'ai survécu. Montalvo rit d'un rire bas et cruel. Tu as survécu grâce à la musique, ricana-t-il. Mais veux-tu savoir pourquoi tu danses? D'où viennent tes véritables pulsions? Parce qu'en toi vit une copie parfaite de ma fille. Un silence s'abattit sur eux. Ma fille est morte dans l'incendie allumé par ta mère, proclama-t-il. Et puis j'ai compris que je pouvais en créer une autre ou une meilleure, une qui obéirait docilement à mes ordres. À cet instant, quelque chose en Lia se brisa et, au même moment, quelque chose d'autre se libéra. Je ne suis pas ta fille, dit-elle, les larmes aux yeux. Je ne suis pas ton expérience. Tu es mon héritage? Non, tu es la fin de ton héritage. Dans le silence tendu, Nicolas activa un petit haut-parleur portable. Il appuya sur la touche « Lecture » d'un enregistrement découvert au sous-sol de l'hôpital, une confession impensable. La voix grésilla dans les haut-parleurs, le bloc patient 3471 a été conditionné par un modèle audio. Le sujet principal, Montero, a financé l'essai sans le savoir. Tout a été approuvé par Montalvo. La voix était celle d'Ernesto Villalta. Le visage de Montalvo se crispa de rage et d'inquiétude.
Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il. Où caches-tu tes monstres? La réponse de Nicolas surgit de l'ombre, calme mais inflexible. Soudain, le rugissement des sirènes retentit tandis que les agents d'Interpol envahissaient l'usine, alertés par la recherche discrète de Laura. En quelques instants, Montalvo fut maîtrisé et arrêté. Elena fut délicatement libérée de ses liens, et tandis qu'il l'emmenait, la lumière du soleil commença à filtrer à travers les vitres brisées où une promesse d'espoir inattendu. Quelques jours plus tard, de retour au manoir, Lia retrouva Elena dans le jardin. Elles restèrent silencieuses un long moment, le vent agitant les pétales autour d'elles. Finalement, Lia prit la parole, la voix tremblante d'émotion, « Tu te souviens de moi ?» Le regard d'Elena s'adoucit. « Je ne t'ai jamais oublié, » répondit-elle, et elle serra Lia dans ses bras, avec force et enthousiasme. Alejandro, debout à quelques pas, sentit des larmes couler sur ses joues. Sa famille, brisée et déchirée depuis tant d'années, commençait à guérir. Puis, à un moment imprévisible, Nicolas se leva de son fauteuil roulant. Il était assis non loin de là, regardant Lia se mettre à danser, un casque sur les oreilles. Cette mélodie était différente, pas celle des expériences, mais celle qu'il avait composée lui-même. Tandis que les notes flottaient dans l'air, Lia tournoyait gracieusement, les larmes aux yeux. Quelque chose bougea en Nicolas. D'abord ses orteils, puis sa cheville, et enfin toute sa jambe. Laura halta. « Nico, tu es là, » murmura-t-elle. Il fixa son pied, puis le posa fermement au sol. Alejandro se précipita. « Nicolas, tu peux ?» demanda-t-il. Nicolas hocha lentement la tête. La douleur se lisait sur son visage, mais pour la première fois depuis des années, il se leva. Lia marqua une pause, la musique toujours présente, et le regarda avec un mélange d'étonnement et d'amour. Il fit un geste qui lui donna l'impression de traverser un monde entier. « Je te l'avais dit » murmura Lia, la voix pleine de joie. « On danserait ensemble. » À cet instant, la mendiante et son fils en fauteuil roulant dansèrent non pas par survie, mais pour célébrer la vie elle-même. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos opinions dans les commentaires. Je serais ravi que vous me laissiez un « j'aime ».